sous drogue, des pratiques médiumniques, des communications avec les animaux, des transformations en animal, ce qu'a vécu Corinne, l'hypnose et les expériences de sortie du corps. Toutes ces choses-là ont des caractères neurophysiologiques qui sont très voisins. Alors, il y a pour les trans chamaniques un certain nombre de choses qui sont classiquement mentionnées, les trans extatiques avec possession, les trans en forme de rêve, qui sont des variétés. Ensuite, une des choses qui apparaît très très rapidement dans toutes les caractérisations neurophysiologiques, c'est qu'il y a un problème de latéralisation. Et que, en fait, dans ces phénomènes-là, on a une activation de l'hémisphère droit. Et ça donne lieu à tout un tas de phénomènes d'autoscopie, de dépersonnalisation, d'expérience de sortie du corps, etc., de dissolution du soi. Et dans ces phénomènes d'intrusion de l'hémisphère droit, il y a clairement la perception de ce qui se passe qui est subjectivement ressentie comme un soi étranger. Et je dois dire que dans mes premières transes à moi, la première chose que je disais à Corinne, oh, tu sais, ça m'a fait ci, ça m'a fait ça, c'était vraiment quelque chose d'autre. Hein. Et c'est seulement au bout d'un moment que j'ai dit, il y a un autre moi-même qui a fait quelque chose, etc. Bon. Mais l'impression subjective, c'est effectivement qu'il y a quelque chose d'autre étranger. Et ces intrusions de l'hémisphère droit sont décrites souvent comme des impressions des entités, des fantômes, des animaux fantastiques, de la conscience cosmique, des esprits, etc. Donc on part de ce phénomène qui est que, en fait, petit à petit, on voit que dans les caractéristiques de ces phénomènes, c'est la dominance de l'hémisphère droit qui prend place. Et ensuite, il y a non seulement activation de l'hémisphère droit, mais il y a aussi inhibition de plusieurs voies, dont une est mentionnée comme étant la voie transcalleuse des fonctions contralatérales de l'hémisphère gauche. Donc, ceux qui passent de l'autre côté, on l'inhibe. Par EEG, ce qui apparaît, c'est qu'on a différents aspects qui sont observés, et notamment la synchronisation antérieure-postérieure. Et on pense que ces oscillations sont dues à beaucoup de contrôle thalamo-cortical avec la liaison somatosensorielle. Donc en fait, ces corrélations subjectives qui décrivent ces choses-là disent en même temps une moindre vigilance, la créativité, des associations. Pour aller vite, il y a une caractéristique qui sont les bandes θ en EEG. Et pour dire ces choses-là, ce sont des choses qui donnent l'impression d'état de béatitude, dissolution de l'ego. Et on pense que ces fréquences θ représentent une activité limbique cohérente dans toutes les zones septales et l'amygdale et les projections de l'hippocampe vers le cortex d'association qui sont du côté des informations émotionnelles, cognitives et de la mémoire. Donc il y a probablement une influence inhibitrice sur les cortex préfrontaux d'association. Voilà, la puissance gamma représente certainement une utilisation diffuse de l'activation et un traitement intégratif d'informations conscientes. Et les lobes frontaux gauche et droite peuvent s'accompagner d'une hypoactivation frontale progressive. Donc voilà à peu près, oui, j'ai encore donné, oui, à la dominance parasympathique, donc tout ce qui est inconscient, tous les systèmes qui n'ont pas besoin de la conscience pour fonctionner sont amplifiés et ils peuvent être à nouveau responsables des états d'extase et de diminution de la douleur. Ce premier article qui a été publié, qui était en fait la deuxième étude, la première étude par IRM et EEG, Corinne en a parlé, je vais la discuter aussi, mais cet article qui a eu lieu entre l'université de Leipzig et celle d'Harvard, entre Michael Hove à Harvard et Johannes Steller à Seltzer à Leipzig, ont utilisé l'IRM fonctionnel pour observer 19 chamans en transe auto-induite. Donc ils ont développé aussi une méthode d'auto-induction pour être capable d'être observés sans avoir... Pardon ? Oui, pardon, c'est vrai, c'est exact. Ils n'ont pas de l'auto-induction, ils ont encore le tambour dans les écouteurs. Oui, c'est exact.
Et pour donner les conclusions de cet article, qui est assez technique, globalement, une tranche chamanique, ça implique une reconfiguration de la connectivité entre les différentes régions du cerveau. Et c'est ça le point important, qui est transindividuellement cohérente. On ne peut pas l'écarter comme un rituel vide. C'est les mêmes zones qui apparaissent chez tous les personnages qui sont passés dans l'IRM. Donc il ne s'agit pas de quelque chose qui est une espèce de fantaisie, mais des observations neurophysiologiques qui sont cohérentes. Et par ailleurs, une des conclusions de cet article, c'est qu'il pense que le chamanisme pourrait exprimer quelque chose de fondamental à propos de l'expérience humaine et des capacités de l'esprit. Bon, ça c'est une Le deuxième article, comme Corinne l'a dit, il a pris 10 ans pour être publié, c'était la première étude qui s'était faite, essentiellement par EEG, avec deux techniques d'EEG, une que vous a montré déjà Aminata tout à l'heure, et une un peu particulière qu'on appelle l'ORETA, qui est l'imagerie. Alors globalement, la problématique, c'était d'essayer de qualifier un peu au milieu des états dissociatifs, de l'hypnose, de la méditation, si on arrivait à faire une signification clinique des états de transe. Et comme Corinne l'a dit, 10 ans après, la signification clinique, c'est que ce n'est pas pathologique. Voilà. Et maintenant, très probablement, des aspects de est-ce que l'altération de conscience qui accompagne cette transe peut contribuer à une expérience, à une définition meilleure du soi autobiographique, et de façon générale, quelle est la démarcation subjective du soi et de la réalité. Voilà, alors la problématique, les réponses, c'était qu'effectivement, ce n'est pas. Un, c'est une transe qui est volontaire. Deux, elle peut être auto-induite, sans stimulation sensorielle externe. Et trois, les états de conscience, en fait, confirment, corrèlent avec le déplacement de l'hémisphère gauche analytique vers le mode d'expérience de soi droit, avec une inhibition du lobe préfrontal antérieur qui est corrélée au mode somatosensoriel postérieur. Donc on retrouve des phénomènes qui sont généraux. Donc les processus ici, des conclusions de ces affaires-là, c'est que on a très probablement des phénomènes très généraux en fait, qui sont mis en œuvre dans la transe cognitive, généraux du point de vue neurophysiologique, généraux du point de vue des expériences subjectives rapportées et de leur corrélation. Alors, pour vous donner une idée très rapide de ce qui se fait en EEG, on a un certain nombre de bandes d'émission du cerveau qu'on va observer. Et dans les techniques d'imagerie par EEG, qui sont des méthodes qui sont très rapides, on peut obtenir des films avec l'EEG parce que c'est très très sensible. Par contre, la conséquence, c'est que la résolution en est limitée. Alors ce que l'on fait quand on fait de l'imagerie de type EEG, c'est qu'on se limite aux zones de Brodmann et on regarde quelles sont les zones de Brodmann et ça permet d'avoir des corrélations, mais des corrélations à un niveau de résolution qui est relativement faible. Mais ce relativement faible est suffisant pour établir des choses qui sont très fermes du point de vue des observations objectives. Alors de cette façon-là, on va regarder par gamme de fréquences. Et vous allez voir les zones en fonction des gammes de fréquences. Vous voyez, on est passé à 8-13 Hz, on va voir d'autres zones qui sont corrélées. Et on va de cette façon-là faire un film, en quelque sorte, des différentes zones aux différentes gammes de fréquences. Et on regardera ces affaires-là. Alors ensuite, le deuxième aspect, c'est l'intensité de l'activité. Alors ça, c'est ce que Aminata a montré tout à l'heure. Et là, on fait des coupes, on ne fait pas d'imagerie cette fois-ci, et on a des réponses qui sont quantitatives et qui permettent de montrer l'amplification de l'intensité. Et de cette façon, on peut regarder par rapport à un groupe standard, un groupe contrôle, les variations. Alors, ce que l'on fait ensuite, c'est utiliser des tables entre, d'un côté, les gammes de fréquences, et de l'autre côté, les corrélations qui sont associées aux différentes fréquences. Donc quand on fait ce travail-là, il faut passer par ces tables-là et reprendre les images, reprendre les intensités, et ensuite on va construire petit à petit une imagerie des phénomènes qui ont pris place.
Les conclusions donc, de cette étude ont été que la transhomanique n'est pas une condition psychopathologique, qu'on a bien une dominance générale de l'hémisphère droit, donc comme dans l'autre étude sur la transe, un déplacement spécifique du mode normatif de préfrontal au mode de conscience droit postérieur, donc on reconfirme cet aspect-là. Et très probablement, à partir de ces éléments-là, il est possible de faire émerger un modèle psychobiologique de transe. Voilà où est-ce qu'on en était pour essayer de rapporter en quelque sorte, les choses qui se savaient, les études qui ont été menées, très peu pour l'instant, et puis ensuite, est-ce qu'on peut comprendre ces choses-là? Et là, l'idée c'est de projeter ces observations dans ce que l'on peut étudier sur l'évolution des cerveaux qui nous sont comparables. Donc il y a les méthodes d'imagerie, bien sûr, imagerie par EEG, par RMN. Alors j'ai oublié de mentionner ici PET-scan, mais c'est tout à fait vrai, PET-scan c'est très utile. Et avec ça, les techniques qui sont dynamiques, les techniques qui sont statiques, celles qui permettent de connecter, les méthodes maintenant génétiques d'une puissance extraordinaire. On peut prendre quelques milligrammes d'un os trouvé sur un chantier de fouilles et établir de quel animal il s'agit, quel était son cerveau, quels étaient les gènes qu'ils avaient, etc. L'anatomie de façon générale qui était utilisée jusqu'à présent, et en général sur des objets morts, et la microanatomie qui sont des choses maintenant beaucoup plus récentes. Voilà. Alors là, je le fais de façon un peu imagée. Voilà. Et je vous recommande ce petit bouquin qui s'appelle L'évolution du cerveau, qui est très facile à lire, mais les images m'ont frappé parce qu'elles étaient bien faites. Et vous pouvez voir immédiatement que, en fait, dans la construction des différents cerveaux, dans les différentes espèces animales, en fait, on partage énormément de structures et de motifs du cerveau, en progressant des formes les plus primitives jusqu'aux formes les plus avancées. Ce qui amène très probablement qu'au niveau neurophysiologique, on va retrouver dans ces affaires-là les caractéristiques des règnes animaux précédents. Ensuite, on a une asymétrisation du cerveau. Cerveau droit, cerveau gauche, ça n'a pas toujours été symétrique. Et c'est devenu asymétrique. Donc en fait, il y a très probablement, forcément dans l'évolution de ces affaires-là, le cerveau droit et le cerveau gauche qui se sont différenciés. On le sait aujourd'hui avec les zones du langage, le cerveau gauche, etc., la créativité, cerveau droit. Mais les choses qui sont plus récentes, c'est que par imagerie, par résonance magnétique, qu'on appelle par diffusion de tenseurs, par imagerie de diffusion de tenseurs de l'eau, on est capable de voir en fait des axones. On est capable d'imaginer l'ensemble des axones du cerveau. Donc on a déjà des bases aujourd'hui qui nous permettent de dire quand on voudra savoir quand les choses se passent d'ici à là, sur quel chemin en fait ces choses-là vont se passer. Et une chose qui est devenue intéressante, c'est qu'on s'est rendu compte que la structure du cortex, si elle n'a pas changé du point de vue de sa nature, elle s'est très très fortement, à partir de Néandertal et de Sapiens, elle s'est très très fortement densifiée, sans changement de volume. Alors ça, c'est quelque chose qui est contredit un peu les observations. On disait toujours Néandertal est un peu moins développé que Sapiens, et en fait, c'est pas le cas. Et il avait probablement un cerveau, un lobe frontal qui était à peu près comparable à celui de Sapiens, au nôtre. Et les choses les plus récentes, c'est les analyses génétiques. Et ces analyses génétiques nous montrent de façon absolument fantastique la proximité qu'il y a entre nous et les autres espèces. Et par conséquent, cette analyse génétique nous dit qu'il y a des circuits neurologiques qui sont forcément identiques entre nous et les espèces précédentes. Donc je vous mets tout de suite la puce à l'oreille en disant que les expériences de communication avec les animaux ou de possession par les animaux, c'est probablement pas magique. Voilà, donc on essaie en ce moment de reconstruire avec une nouvelle vision, toute l'évolution de l'humanité, etc., avec une nouvelle vision. Et qu'est-ce qui se passe avec l'émergence de la conscience? Il se passe quelque chose de très particulier.
La plupart d'entre vous qui ont fait des études de médecine, vous avez dû apprendre qu'aux alentours de 3 ans, il y a ce qu'on appelle la grande régression synaptique. La construction du système nerveux, le système nerveux se construit, et puis on dit, il y a à peu près 2/3 des synapses qui disparaissent. Voilà, alors il se trouve que c'est un mensonge. Ils ne disparaissent pas. Ils sont modulés. Ils sont inactivés. Ils sont inhibés, mais ils ne disparaissent pas. Et c'est la raison pour laquelle on peut avoir des réactivations de mémoire dans les phénomènes de type rebirth, etc. Parce qu'en fait, ils sont réactivés. Donc ça veut dire que ces connexions synaptiques sont toujours là, mais par contre, en fonction de l'activation des différentes zones du cerveau, elles seront soit restées inactivées, soit réactivables. C'est un des problèmes centraux pour la définition de l'émergence de la conscience. Et si je prends le modèle qui aujourd'hui est celui qui a l'air de faire autorité sur la définition de la conscience, c'est donc celui qui va à l'école Changeux, de Han, Nakash, etc. C'est l'activité, l'émergence de cette conscience. Si on a des stimuli, ces stimuli ont des temps de réponse de l'ordre d'une 50 de millisecondes. Mais la conscience n'a pas une réponse de 50 millisecondes, mais plutôt de 300 millisecondes. Voilà comment c'est formulé. En fait, la définition de Han, c'est de dire que la conscience est essentiellement un espace de travail, et avec ses connexions. Okay. Et au moment où le phénomène de conscience apparaît, eh bien, il apparaît comme la mise en place progressive de connexions à longue distance dans le cerveau, et elle se fait de façon progressive jusqu'au moment où on ne peut plus distinguer maintenant si c'est un ensemble 1, 2, 3, 4 qui sont connectés ou si cet ensemble est un seul ensemble. Et ils appellent ça, ils caractérisent cette émergence de la conscience comme nous faisons en physique ou en physico-chimie. On appelle ça une transition de phase. Maintenant, les centres du cortex préfrontal qui sont les plus récents, eux, observent qu'ils prennent, la plupart du temps, le contrôle des sous-systèmes de plus bas niveau, qui sont situés dans les aires corticales postérieures et sous-corticales du noyau, pour les inhiber. Au moment où la conscience apparaît, en même temps apparaît l'inhibition de ces circuits-là. Donc en fait, la raison pour laquelle on ne peut pas se souvenir de ce qui se passe avant 3 ans, c'est qu'on a inhibé les circuits qui sont là. La raison pour laquelle on ne peut pas prendre en compte d'autres choses que ceux qui arrivent à la conscience, c'est qu'on inhibe tout ce qui pourrait éventuellement nous dire « mais non, il y a autre chose ». Donc quand on dit « c'est ça et c'est rien d'autre », c'est parce que notre cerveau fait ça. Mais il ne fait pas que ça. Donc voilà, il y a quelques jours, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on pourrait, devant une audience comme la nôtre, tenter une chose? Alors je tente. Si on regarde tous ces phénomènes, du point de vue neurophysiologique, tous les phénomènes qu'on a mentionnés partagent les mêmes caractéristiques. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un cadre qui permettrait de tous les exprimer, avec leurs particularités bien sûr, pas de les réduire les uns aux autres, mais de les exprimer? Alors, voilà comment on procède. Si je constate que les circuits subconscients sont les premiers à répondre, la vision, je vois l'image avant qu'elle soit consciente. Okay, on le sait tous. Hein. Donc, les premiers à répondre sont les circuits subconscients. Sur quelle base? Sur la base d'une induction. On vous montre une image, on vous fait écouter du tambour, on vous fait tout ce que... Ça, c'est l'induction des circuits subconscients. Maintenant, ces circuits subconscients, eux aussi, ils vont s'organiser sous forme d'une transition de phase. Entre quoi et quoi? Eh bien, vous allez définir tout simplement un jeu d'ensemble de circuits neurologiques qui sont cohérents entre eux. Et c'est ce qui va donner des caractéristiques d'une transhypnotique par rapport à un autre type de transe. Vous allez avoir en fait différents circuits qui vont pouvoir s'organiser entre eux, exactement de la même façon qu'un réflexe
implique tout un tas de circuits neurologiques de façon cohérente. Comment est-ce qu'on régule, par exemple, la pression sanguine dans les vaisseaux? Vous ne vous posez jamais la question le matin, j'aimerais bien qu'elle soit à 1,5 bar. Non, ça se fait tout seul. Bon, donc, en fait, vous avez ces circuits subconscients qui sont là, et ça, c'est caractérisé par une dominance de l'hémisphère droit et un mode sensoriel postérieur. Maintenant, quand ces choses-là se sont mises en place, en fait, il y a une manifestation de quelque chose. Regardez quand Corinne a sa première classe, on voit les mains qui bougent, là. Ou la mienne, je vois les pieds qui bougent tout seuls, etc. On est attiré par ça. C'est pas parce que ça s'est fait de façon consciente, on est attiré par ça. Et par conséquent, on va faire une autre induction, qui est maintenant que je les observe, mais cette fois-ci, ces autres inductions, elles parlent à notre conscience analytique. Et cette conscience analytique, tant qu'on reste en transe, le lobe préfrontal va arrêter d'inhiber. Au lieu de rentrer dans une conscience standard, celle que décrit Dehaene, là on va avoir une inhibition faible des circuits qui sont sous-jacents. Alors si on prend ce schéma, en fait on se retrouve à ce que j'appelle une double résonance. La résonance de la conscience analytique et la résonance d'un état, un mode de conscience, qui est en fait subconscient. Et on a les deux qui sont avec des phénomènes d'inhibition couplés, réciproques. Maintenant, quand on a ce phénomène-là, et qu'on enlève ou on met des valeurs fortes, c'est-à-dire très forte inhibition, etc., on retrouve le schéma de Dehaene. Donc, vous pouvez vous poser simplement la question que ces choses-là, en fait, si on les décrit simplement en termes de circuiterie et en termes de schéma général, ensuite, on peut mettre, si je prends par exemple les travaux de Winkelmann sur ce genre de description, toutes les descriptions qu'il a faites des différents états de trans, on rentre là-dedans sans problème. Où est-ce qu'on en est du point de vue résonance magnétique? Voilà ce qu'on essaie de faire. Ça, ce sont les publications en cours. Vous voyez qu'on essaie de passer à des descriptions qui vont de Brodmann à plus bas. Vous voyez les espèces de petites sphères rouges, c'est une symbolisation qu'en fait, on peut voir qu'il y a des zones du cerveau qui sont cohérentes, qui sont des circuits. Bon, on n'a peut-être pas encore la résolution moléculaire, hein, mais on est entre les deux. On fait du Brodmann, là, et de l'autre côté, comme a montré Aminata tout à l'heure, on peut faire de la connexion. Évidemment, à chaque étape, on ira plus bas pour la connexion. Pour l'instant, on est un peu haut. Mais l'idée, c'est maintenant de faire correspondre en fait cette connexion aux différents circuits et d'affiner progressivement ce que je viens de montrer de façon très caricaturale, en mode très global. Et voilà la tâche qui attend du point de vue des chercheurs. Aujourd'hui, vous voyez 3 axes pour décrire le cerveau. Des axes qui sont au niveau cellulaire pour la partie spatiale, des axes qui sont au niveau des populations d'ensemble, des axes, des points, pardon, des étapes qui sont au niveau des régions, etc. Du point de vue temporel, vous avez le niveau instantané, celui de la durée d'une vie, celui d'une évolution. Et du point de vue topologique, ce qui est local, ce qui est moyennement local, et ce qui est global. Voilà le genre de choses que l'on doit résoudre. Alors, voilà où on en est maintenant. C'est ça les objectifs. Voilà ce qui se fait dans mon labo en ce moment. Vous voyez la partie qui est en bas à gauche, où il y a marqué Water, pH2, etc. On essaie maintenant d'augmenter la sensibilité de l'IRM par un facteur 100 000. On a les moyens d'augmenter l'aimantation du noyau des atomes de façon spectaculaire. Donc, on est équipé de laboratoire pour faire ça. Et on est en train de petit à petit de régler les problèmes pour pouvoir envoyer les neurotransmetteurs qu'on veut, les métabolites qu'on veut, les neuromédiateurs qu'on veut, de façon à pouvoir analyser devant cette complexité de la connectique du cerveau, non pas toute la connectique d'un coup, c'est trop difficile, mais d'y aller coup par coup. De dire, si je mets 2-3 neurotransmetteurs, par exemple, Winkelmann dit sérotonine, dopamine sont absolument
essentielle pour les phénomènes d'inhibition et d'activation. Là, voyons voir. Voilà. Alors, ça ne va pas être prêt avant 3-4 ans, entre la technologie qu'on est en train de développer et l'implantation qu'on fera.